restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la toute fin, je vais vous montrer directement sur la table de jeu 2 super tricks que vous allez pouvoir mettre en place sur vos tables pour complètement bait vos adversaires, vous allez voir, et ça me fait plaisir de vous les partager. Salut à toi, Seigneur de Guerre, bienvenue sur Creative Wargames, c'est Tourop. Aujourd'hui, on va aborder une thématique que vous m'avez demandé depuis longtemps d'aborder. J'ai reçu plein de messages, et de manière générale, il y a très souvent des commentaires sur le fait de prendre le temps de vous expliquer les mécaniques intrinsèques du jeu d'équipe et surtout d'approfondir un petit peu cette approche du jeu comme on approfondit le reste du jeu optimisé sur Creative Wargames, c'est-à-dire prendre le temps de vous expliquer un petit peu comment ça marche, hors, on va dire, un petit peu au-delà de ce que vous avez l'habitude de voir et qu'au final, pour la grande majorité d'entre vous, vous suivez d'un coin de l'œil en disant « Ah, c'est là-bas le jeu d'équipe, ouais, j'en ai entendu parler, ça a l'air cool et tout, c'est sympa. » Là, on va approfondir un petit peu le truc et je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu comment tout ça marche, comment le pairing fonctionne, comment ça marche les estimés, comment fonctionne une matrice, etc., etc. Alors, ce qui tombe bien, c'est que pour le coup, j'étais en tournoi ce week-end et je vais me servir comme support pour cette vidéo de notre matrice, de nos estimés et de nos résultats face à l'équipe Club Baston, qui est une équipe qui est composée des joueurs de la sélection équipe de France, dont 3 qui seront en équipe de France. Très probablement, ça n'a pas été dévoilé, mais Aretas, Stanker et Petit Nico seront très probablement dans l'équipe de France qui va jouer cet été. Donc voilà, on a eu le plaisir de les affronter et donc je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai appareillé, parce que j'étais capitaine d'équipe, comment j'ai appareillé contre eux. Enfin, j'étais pas tout seul, on a fait le travail à 2 avec Nafa. Comment on a appareillé, comment on perçoit la matrice, comment on perçoit les estimés, et bah au final comment on sort de cet échange avec une égalité contre un panel de joueurs qui est considéré comme les meilleurs joueurs de France sur le jeu d'équipe. J'avais déjà fait du pairing il y a quelques années de ça quand j'étais sur le jeu d'équipe. J'aimais beaucoup, j'aime toujours beaucoup. Je trouve que c'est un moment qui est à part. C'est vraiment décentralisé de ce qui va se passer par la suite sur la table de jeu. C'est un jeu dans le jeu finalement. C'est hyper intéressant, c'est hyper stratégique. C'est très cool aussi de voir comment les autres équipes décide de s'appareiller, qui fait les bons choix, qui fait les mauvais. Donc ça, c'est super cool. Voilà, c'est de tout ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Avant de lancer la vidéo, comme d'hab, mes petits potes, on est sur YouTube. Et vous savez que sur YouTube, il y a un truc qui s'appelle l'algorithme. Et vous pouvez le faire fumer en claquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire, en partageant, en likant. Cette vidéo fait suite d'ailleurs à ma dernière vidéo sur le jeu d'équipe, avec comme intitulé second degré, qui était le jeu d'équipe, c'est vraiment un truc de chômeur. Le fil rouge de cette vidéo était de vous expliquer que le jeu d'équipe demande vraiment beaucoup d'investissement pour pouvoir être bon. Et puis j'avais tourné ça à l'humour en vous disant il faut vraiment beaucoup trop de temps pour jouer au jeu d'équipe et faut être un chômeur. Ça a fait beaucoup rire puisque ce week-end encore, lors du tournoi, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour taper une barre de rire sur les punchlines qui ont été partagées dans cette vidéo. Et j'ai senti aussi qu'il y en avait qui l'ont pas pris à la rigolade. Et à toute cette équipe, à toute la team premier degré, force à vous les gars, force à la team premier degré. Un jour vous y arriverez, un jour vous verrez le monde sous un autre angle et vous verrez, tout sera beaucoup plus sympathique et agréable à vivre. Allez, sans transition et sans plus attendre, les amis, je vous parle rapidement de comment vous pouvez soutenir notre média. C'est très simple, on a une page Tipeee, vous allez sur la page Tipeee, vous pouvez tiper, et si vous faites un tip de 3 € par mois, vous allez dans l'onglet news et vous allez accéder à tout mon travail spécifique sur le jeu optimisé. En ce moment, comme vous le voyez, je suis sur l'Inari, donc je vous ai débriefé 3 matchs, vous avez les zénithales sur les vidéos, donc ça vous permet tout simplement de découvrir le match. Voilà, vous avez, je vous explique tout le match, comment il s'est joué, etc. Les différents moves, voilà, plein de choses. Et puis il n'y a pas que ça, sur la playlist, sur notre playlist privée, vous avez aussi plein de vidéos, notamment les 2 dernières reviews, World Eater qui a été faite par Antanora et la review Death Guard qui a été faite par Le Bull. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez aussi nous soutenir, pas que sur Tipeee, pour ceux qui ne veulent pas passer par ce support-là. Vous pouvez nous soutenir aussi sur notre Discord, tout simplement en allant déjà rejoindre notre Discord les gars, parce qu'il est super cool. Il y a plus de 3000 personnes dessus de mémoire. J'y partage plein de choses, j'y partage l'actualité de la chaîne, tout ce qu'on fait, etc. Mais surtout, vous avez plein de salons. Vous avez un salon vente, achat, vente, échange, et vous avez ici un salon
affilié MyHobbyPlace. N'hésitez pas, quand vous faites un achat MyHobbyPlace, que vous créditez Creative Wargame, vous allez sur ce salon et vous postez votre numéro de commande. Voilà, comme on fait les petits potes. Et vous allez recevoir par la suite en MP, vous recevrez votre lien pour un accès d'1 mois à notre playlist Prime. Voilà, je pense avoir tout dit à ce sujet et sans plus attendre, on va passer dans le cœur de la vidéo, à savoir les estimés, le pairing, les maîtrises, la matrice et tutti quanti. Après tout, qu'est-ce que le jeu d'équipe? Alors, avant de nous servir du support du pairing qu'on a eu avec le club baston, je vais vous remettre un contexte qui est le système de pairing. Alors, il est différent selon si vous jouez à 6, selon si vous jouez à 8, selon si vous jouez à 5. Il y a même des tournois d'équipes qui sont à 5. On parle bien d'équipe, hein, pas de partie multijoueur en 2v2, c'est bien ça dont on parle. Et je vais me servir, donc, comme je vais me servir d'un support de tournoi à 6, je vais vous expliquer comment ça se passe sur un tournoi à 6. Globalement, les deux équipes se rencontrent, chaque équipe a un roster de 6 joueurs qui a 6 listes de 6 codex différents, et le pairing va permettre de savoir qui joue contre qui lors de la ronde. Ce sont des parties qui sont, dont les résultats sont évalués sur un résultat sur 20. À chaque fois que vous passez une tranche de 5 points de victoire sur votre adversaire, donc sur les 100 points d'une partie classique Warhammer 40 000, pour chaque tranche supérieure à 5 que vous validez, vous mettez 1 point. C'est très simple. En gros, mon adversaire a mis 70 points, moi j'ai mis 75 points, on est sur un 10-10. Mon adversaire a mis 70 points, moi j'ai mis 76 points, on est sur un 11-9 pour moi. Mon adversaire a mis 70 points, j'en ai mis 80, on est sur un 11-9 pour moi. J'ai mis 81 points et mon adversaire en a mis 70, on est sur un 12-8 pour moi. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'au 20-0. Et une fois qu'on a, en fait, sur chacune des tables, un résultat sur 20, donc par exemple, moi j'ai mis 10, mon copain a mis 12, l'autre a mis 8, et bien on additionne tous ces points. Ça nous fait, sur 6 tables, finalement, ça nous fait un total de 120 points maximum qu'on peut gagner. Et pour gagner la ronde, il faut avoir plus de 65 points. Il faut mettre 66 points pour gagner la ronde. Donc entre 55 et 65 points, on est en égalité. Et après, au-dessus ou en dessous, eh bien, on est en victoire ou en défaite. Pour savoir qui va jouer contre qui, c'est assez simple finalement. On va se présenter, les deux équipes se présentent, on va proposer face cachée une première liste qu'on va appeler notre défense 1. Ils vont présenter face cachée leur première liste qu'on appelle la défense 1. On va les dévoiler simultanément. Une fois qu'on connaît la défense 1 de notre adversaire, nous allons proposer 2 listes à la défense 1 de notre adversaire. Ce seront nos 2 attaques. Et nos adversaires vont nous proposer 2 listes qui seront leurs 2 attaques. On va réfléchir à ce qu'on va garder, ils vont réfléchir à ce qu'ils vont garder. On va choisir une de ces 2 listes et on va dire, ok, face cachée, donc nous on sait ce qu'on met. On va mettre cette liste-là contre notre def 1 et nos adversaires vont faire la même chose. Ils vont choisir une des 2 listes pour affronter leur def 1. Une fois que c'est fait, on dévoile simultanément. Donc on connaît le match 1, le match 2 qui seront la def 1 et la def 1 de chacune des 2 équipes. Ensuite, on va réitérer l'exercice, sauf que là, il va y avoir une nuance puisqu'on est sur un pairing à 6. Ce qui va se passer, c'est que chacun des 2 camps va proposer une défense 2 cette fois-ci, donc va proposer une liste à son adversaire. L'adversaire va proposer 2 attaques. Il va donc nous rester à chacune des 2 équipes une carte en main. Ces 2 cartes qui vont nous rester sont ce qu'on appelle les oubliés. Donc l'oublié de mon équipe affrontera l'oublié de l'équipe adverse. On va donc mettre la carte de côté et elles seront dévoilées. On aura donc un 3e match d'appareillé. Ensuite, quand on va choisir nos attaques, on va donc, sur notre défense 2, choisir une des 2 listes qui nous a été proposée. L'autre sera rejetée. La liste que nous allons rejeter affrontera la liste que notre adversaire va rejeter. Et ensuite, notre défense 2 affrontera l'attaque qu'on a choisie et réciproquement. Et ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec 6 matchs. L'intérêt et la finalité de tout ça, c'est de réussir à appareiller nos listes contre des matchs qui nous semblent être à minima pas trop négatifs,
et au mieux, le plus positif possible, en faisant les choix qui vont bien, c'est-à-dire que quand vous jouez beaucoup à Warhammer 40 000, vous vous rendez compte qu'il y a des listes qui ont des matchs très forts et des matchs très faibles, il y a des listes qui ont des matchs très équilibrés, il y a des listes qui sont top méta, qui sont très très fortes, mais qui ont peut-être un ou deux matchs qu'elles ont des vraies difficultés à gérer. Vous avez aussi des matchs qui sont complètement hasardeux parfois, donc où c'est très difficile de se projeter, et donc on va demander en amont du tournoi à nos joueurs de faire des estimés et on va sans plus attendre découvrir notre matrice. Alors je me suis servi de la matrice face au club Baston parce que ça nous permet déjà d'avoir, je vous montre le travail que nous on a fait en amont de la rencontre et les résultats finaux qu'on a eu sur la rencontre. Comme ça permet un petit peu de vous expliquer tout ça. Alors moi, ce que je fais et ce que j'ai demandé à mes joueurs dans le cadre de nos matrices, c'est de respecter le code couleur qui est le suivant, à savoir vous estimez en grosse défaite, c'est du rouge, en défaite qui peut passer de, on va dire, défaite importante à défaite majeure, enfin défaite importante à défaite mineure, pardon, entre 4 et 8, l'égalité qui est entre 8 et 12, la victoire et la victoire majeure, et le match hasardeux. Alors pourquoi des tranches de 4 ? Tout simplement parce que pour moi, aujourd'hui à Warhammer 40 000, même si vous y amenez on va dire une ultra optimisation, il y a des facteurs sur lesquels vous n'avez pas la main, il y a des facteurs hasardeux, je pense qu'il y a un facteur hasardeux principal, c'est le tirage de secondaire. Le deuxième facteur hasardeux principal, c'est évidemment les G de dés. Et tout ça peut faire basculer une partie. Et je pense que cloisonner ce hasard possible entre 8 et 12, c'est finalement entre 0 et 20 points sur une partie. Ça me semble être le plus cohérent. Ça peut se peaufiner. Je pense d'ailleurs que l'étape au-dessus, c'est de mettre potentiellement sur son estimé une tendance, c'est-à-dire que par exemple entre 8 et 12, moi par exemple sur l'Empereur Children, j'ai une tendance négative sur le jaune. Et si par exemple j'avais une tendance positive sur le jaune, je pourrais mettre par exemple un 8- ou enfin un jaune- ou un jaune+. Ça me permet d'affiner un petit peu pour dire vers quoi on tend. Maintenant, le tournoi dont je vous parle, c'est la Summer Cup des Stardust. C'est pas un tournoi en jeu, on est là pour prendre de l'expérience, on est là pour s'amuser. L'idée n'était pas de contraindre nos joueurs en leur disant on veut des matrices ultra précises. Non, je voulais qu'on ait une base de travail pour appareiller et après le reste, on voyait sur le fil. Donc on n'a pas mis cette métrique du plus et du moins, mais on aurait pu la rajouter. Pour la faire courte, 2 semaines avant l'événement, les listes vont être publiées. Les listes sont publiées. Alors déjà, je salue l'équipe du Stardust Summer Cup, de la Stardust Summer Cup, qui nous a offert un tournoi vraiment génial. J'ai vraiment apprécié mon moment. Et quand c'est à une demi-heure de chez moi, je vais pas vous mentir, c'est encore plus appréciable. Voilà. Donc, un super tournoi. Et voilà. Les listes était disponible sur Mini Headquarter 2 semaines avant l'événement, ça nous permet de découvrir les listes, et en fait, j'ai demandé aux joueurs, on s'est concerté en vrai, est-ce qu'on fait des estimés ou pas, on a dit, soit on fait, parce qu'il y avait un espèce d'entre-deux, on peut faire peut-être quelque chose, on peut bidouiller un truc, non, c'était, soit on fait soit on fait des vraies matrices, soit on n'en fait pas, on a décidé de faire des vraies matrices, on les a fait, donc des vrais estimés, donc on a fait ça pour toutes les équipes. Alors, ça peut vous paraître un peu lourd comme travail, mais finalement, même s'il y a 56 listes en face à évaluer, il y a des grosses itérations en termes de listes. L'Empereur Children Coterie, c'est quasiment systématiquement la même liste. Le Necron Awakened, il y avait quelques variantes, mais voilà. Le Démon Incursion, c'est souvent le même. Les créations de Bill, c'est quasiment les mêmes. Voilà. Le IK, RK, c'était à quelque chose près les mêmes listes. Inari aussi. Bon, donc finalement, il y a que quelques listes où il y a besoin de prendre le temps d'essayer de comprendre. Mais sinon, voilà. Et enfin, pour faire votre estimé, c'est là où je voulais en venir, il y a 2 façons pour moi de faire l'estimé. Soit vous avez testé la partie, vous savez à quoi vous attendre et vous savez lire le match puisque vous l'avez déjà joué. Dans quel cas vous savez que contre ce match, c'est tel score. Je vais vous servir un exemple. Cette partie, d'ailleurs, que c'est la partie que j'ai jouée, je l'avais jouée et notamment je voulais partager sur la playlist Prime. Je l'avais joué 1 semaine ou 2 avant et j'avais fait 8 points. Mon constat était que c'était un match
plutôt dans ces eaux-là, je pense, contre le Emperor Children, mais je reste convaincu que je peux faire un meilleur score. Voilà, je manque d'expérience. Pour pouvoir faire un meilleur score, je pense que je manque d'expérience. C'est, à mon sens, un match favorable pour l'Emperor Children, mais je peux le faire basculer en victoire pour moi. Honnêtement, je sais que je peux le faire. Il me faut un petit peu plus de pratique, mais je pense que c'est un vrai truc que je peux faire. Donc ça, c'est un estimé que je fais parce que je connais le match. Crusher Stampede de Tanker, par exemple, ça, je connaissais pas. Honnêtement, je connais pas la liste, je l'ai pas affronté. Maintenant, dans les grandes lignes, je m'estime sur une grosse défaite pour différentes raisons. La première, c'est que l'Inari finalement ne gère pas super bien le spam de gros. C'est une difficulté, ça me demande de commit énormément de ressources et je suis pas sûr d'y arriver à tous les coups, de tomber les gros. Donc il y a quand même, c'est quand même difficile. J'ai pas une vraie stabilité pour éclater autant de gros. S'il y a 2-3 gros châssis, j'ai pas de difficulté. Quand ça commence à spammer beaucoup de gros châssis, c'est compliqué. Là, en l'occurrence, cette liste, c'est le cas. Et en plus de ça, j'ai une vraie difficulté sur les gros qui ont beaucoup d'OC, parce que ça tue mon gameplay. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis en train de m'entraîner, j'ai d'autres échéances de tournoi et j'ai pas envie de dévoiler toutes mes stratégies en vidéo. Donc voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est un match que j'ai pas fait, mais qui me semble être défavorable pour moi. Donc, je l'ai plugué en rouge. Voilà. Et tu fais ça pour toutes les listes finalement, ce que tu as testé, ce que tu estimes, etc. L'idée derrière, c'est d'affiner. Nous, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est fait un petit vocal tous ensemble 2 jours avant l'événement, une fois que tout le monde avait fait ses estimés, et on s'est concerté en disant tu penses quoi de ce match, tu penses quoi de ce match, etc. On a une discussion finalement, une concertation tous ensemble pour savoir, toi tu t'es mis comme ça, moi je vois pas trop, etc. Voilà. Par exemple, moi au début sur Bill, au début sur Bill, moi j'avais pas fait le match et je me voyais plutôt pas mal, et après en avoir discuté avec mes potes, les autres joueurs de l'équipe, on en a conclu que c'était un match à éviter pour Inari parce que c'était quand même relativement compliqué. J'ai pas fait le match et honnêtement j'avais pas envie de mettre en défaut mon équipe, notamment en mettant un estimé potentiellement jaune que je pourrais pas tenir. Donc j'ai écouté la vision de mes camarades de jeu et je suis resté sur cet estimé là. Voilà, et globalement comment on fait les estimés. Premier arrêt sur image, les gars, les estimés sur le jeu d'équipe, c'est la clé de la réussite. Honnêtement, c'est vraiment que ça. Parce que quand t'es capitaine et que tu appairs derrière tes camarades, tu les appairs par rapport à ce qu'ils estiment mettre en point. Et quand ça dévisse sur les estimés, finalement le pairing est mauvais. Donc la seule manière de gagner le jeu d'équipe, c'est de gagner proprement le jeu. Quand on commence à avoir des équipes qui s'affrontent, on va dire d'un même niveau, parce que forcément des joueurs qui ont un très gros niveau, qui vont affronter des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience sur le jeu d'équipe, etc. Bon, même si les matrices sont pas justes, etc. Ou même s'il n'y a pas de matrice, finalement c'est pas très grave, parce que il y a l'expérience de jeu qui va favoriser les joueurs sur la table. Mais on va dire à niveau égal, quand vous êtes dans votre ligue, que ce soit dans votre ligue 3 ou votre ligue 1, quel que soit l'environnement de jeu dans lequel vous évoluez, finalement, l'estimé de vos joueurs, c'est la clé de la réussite. Si vos joueurs ne savent pas faire des estimés, moi je pense que ils plombent l'équipe, tout simplement. Donc c'est hyper important d'être aiguisé sur cet exercice. Je pense d'ailleurs que pour jouer notamment en équipe française sur le format pas qu'en équipe française d'ailleurs, pour jouer au format WTC, il faut vraiment être capable de faire de très bons estimés. Je pense que c'est une vraie métrique de sélection des joueurs, savoir à quel point tu tiens tes estimés. Parce que est-ce que tu es véritablement capable d'évaluer ce que tu vas faire sur la partie et de le faire bien? Et ça, c'est une vraie question. Voilà, donc en fait, plus vos joueurs tiennent vos estimés, plus ce sont des joueurs solides pour du jeu d'équipe. Moins vos joueurs sont stables sur les estimés, moins c'est bon. Après, quand vos joueurs dévissent au négatif dans l'estimé, un joueur qui vous met un estimé, je sais pas, qui vous met une égale ici, et qui en fait score 19-1, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que ce qu'il nous faut, c'est qu'il passe pas en dessous de son estimé bas dans la couleur qu'il nous a mis. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas qu'il passe en dessous des 8. Et s'il commence à passer en dessous des 8, c'est problématique pour nous. Voilà. Donc, l'estimé au-dessus, quand vous faites plus de points que prévu, c'est tant mieux. Ça veut dire que vous vous estimiez à tel
points et que finalement vous avez pu en ramener plus, donc vous avez dominé votre adversaire stratégiquement par rapport à ce que vous pensiez ce qu'il allait faire. Voilà. Alors après, attention, pas avoir des mecs qui s'estiment toujours en nul, je vais pas mettre les points et finalement vous ramène plus de points, mais au final, ça fausse un petit peu l'estimer. Mais quand on voit par exemple la ligne de Cartman ici, il avait une de nos meilleures lignes, il avait 3 estimés en vert, 3 estimés en jaune, donc il a quand même une belle ligne et il nous ramène quand même beaucoup de points, et globalement il nous a ramené beaucoup de points pendant tout le week-end Cartman, donc ça me va très bien, voilà. Et je pense avoir fait le tour là-dessus, donc pour finir là-dessus, c'est vraiment sur le jeu d'équipe, l'estimé des joueurs, c'est encore une fois un jeu dans le jeu, et c'est hyper important finalement pour qu'on ait un bon pairing. Le pairing, comment après, une fois qu'on a ça, comment je perçois le pairing? Moi, je pars sur le format jeu à 6, je pars d'un postulat, c'est que à 6, vous pouvez pas vous permettre de prendre un cul. Ça vous tue une ronde. Prendre un cul, ça vous tue une ronde. Donc, je préfère faire du pairing équilibré. J'ai l'impression que en face, notamment, le fait qu'ils aient mis Petit Nico en création of build en défense 1, ça me laisse présager que eux, ils étaient plutôt dans l'optique d'appareiller des gros scores. Parce que je pense qu'en face, Nico, il est pas en jaune ici, et d'ailleurs, ça aura tendance à lui donner raison, puisque finalement, il a gagné contre notre attaque qui s'était estimée en match positif. Et je pense qu'en fait, il a une très bonne ligne de l'autre côté. Hein. Je pense que le joueur création of build a une très bonne ligne. Et donc, ils le mettent en def 1 parce qu'en gros, il craint personne. Je pense qu'il ne craint personne face à lui. Et donc, il se dit, bah de toute façon, je vais ramener des gros points. Et ils ont du coup une autre façon d'appareiller, une autre approche que la nôtre. C'est-à-dire, eux, ils ont préféré appareiller leur scoreur. Moi, j'ai préféré appareiller à la sûreté. D'autant que sur ce tournoi, il y a une métrique à rajouter que nous n'avions pas initialement. C'est la métrique qu'on appellera la métrique Curse. Ce qui se passe, c'est que notre joueur a une contrainte familiale qui passe avant le fait de jouer aux figurines, évidemment. Et donc, il va devoir dropper le tournoi 48 heures avant. Et je me retrouve sans joueur démon. J'ai beau chercher, je trouve personne. Donc, je suis obligé de demander à l'organisateur s'il peut nous prêter un joueur. Et les orgas nous prêtent un joueur démon à quelques heures de l'événement. À moins de 24 heures de l'événement, ils nous prêtent un joueur démon. Et déjà c'est super cool à eux, ils nous ont prêté 2 joueurs démons parce qu'ils ont alterné les joueurs. Donc on a Charles et Bruno qui sont venus nous renforcer sur le slot démon, donc c'était super cool à eux. Mais pour moi en fait, mathématiquement, ça transforme toutes ces cases là en rouge. Parce que j'ai aucune idée du niveau du joueur, j'ai aucune idée de sa connaissance des matchs, j'ai aucune idée de sa connaissance du jeu, etc. D'autant que Charles, quand il se présente à nous le samedi matin, salut, moi c'est Charles, c'est moi qui vous renforce, ça fait 6 mois que j'ai pas joué. Voilà, donc ça pose les bases. Nous, on n'est pas venus, on s'en fout de finir. C'est toujours valorisant de finir premier. Il faut être honnête. Mais on n'est pas là pour faire une course au podium. L'idée pour nous, c'est de prendre de l'expérience. C'est la première fois en plus que j'aligne une team Creative Wargame sur du jeu d'équipe. Donc je suis là aussi pour créer une certaine identité de groupe et surtout un état d'esprit dans un collectif. C'est ça qui est ma priorité. Et si on gagne, parce qu'on est là pour gagner, c'est tant mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Si ça passe pas, ça passe pas. On dormira bien quand même le soir. Et finalement, avoir un joueur qui arrive, ça fait 6 mois que j'ai pas joué, bon bah ok, on va faire avec, d'accord. Donc pour moi c'est très simple, cette ligne là, dans la mesure où c'est une ligne toute rouge en vérité, parce que Curse nous avait fait ses estimés au préalable, dans cette mesure où la ligne est toute rouge, pour moi il y a une composante qui est indispensable, c'est que cette ligne là, elle doit nous esquiver un match dur, elle doit nous sortir une ligne embêtante. Et donc voilà, c'est tout simplement ça le plan. Donc tout le week-end, on a mis le démon en def 1 dans l'optique de choper un match de merde, voilà, qui nous embêtait. Et puis c'est tout. Et après pour le reste, Cartman et Poulidor avaient de très belles lignes systématiquement. Ce sont 2 gros scoreurs en plus en termes d'identité de jeu, en termes de façon de jouer. Ce sont des mecs qui ramènent souvent des gros points, qui ont pas de mal à enfoncer les parties. Il y a des profils de joueurs. Ça, c'est aussi un truc dont je vais vous parler sur le jeu d'équipe. Il y a des vrais profils de joueurs. Il y a des joueurs qui sont
qui sont taillés pour mettre des gros scores, il y a des joueurs qui sont taillés pour tenir des matchs comme des tanks, il y a des joueurs qui sont pas taillés pour le jeu d'équipe, voilà, c'est comme ça. En l'occurrence, je trouve que Poulidor et Cartman, ils sont vraiment faits pour faire du score, et donc pour moi l'idée c'est de les appareiller sur des bons matchs. Moi j'ai une matrice qui est plutôt équilibrée, qui est plutôt stable, et je pense que j'ai par rapport à mes camarades, hein, d'ailleurs en vrai, hein, Poulidor il joue Space Wolf depuis à peu près 1000 ans, bon Chamous il joue tous les codex, Cartman ça fait un moment qu'il play l'IK, Nympha ça fait un moment qu'il play l'URK, je suis sur le codex, un des moins expérimentés finalement de mon équipe, donc pour moi l'idée c'est un petit peu de sauver des points, là où je peux les sauver, d'enfoncer les matchs quand je peux les enfoncer, mais je suis pas la priorité. Je suis pas la priorité à appareiller. Je préfère valoriser l'appareillement de Cartman, de Poulidor et ensuite de Nympha. Et je me positionne un peu avec Chamous et ses Drukhari en me disant nous on va absorber les matchs qu'on peut absorber, essayer de ramener les points qu'on peut ramener. Voilà. Sur cet appareillement, ils nous ont mis Petit Nico en def 1, je vous l'avais déjà disclaim, et nous du coup on leur a mis notre démon en def 1, je vous l'ai déjà disclaim. Donc nous ce qu'on va leur proposer sur Petit Nico c'est Poulidor ici et le Drukhari. On leur propose Poulidor et le Drukhari parce que Poulidor il a encore des bonnes lignes et le Drukhari finalement ça fait partie des matchs qui nous arrangent le plus. Ils décident de prendre Poulidor. Et ils ont bien raison parce que je sais pas comment eux de leur côté sont estimés contre Poulidor, mais du coup Poulidor il avait une belle ligne. Alors ici match-up hasardeux, d'ailleurs j'en ai pas parlé encore, ici en violet match-up hasardeux c'est tout simplement parce que Poulidor ne connaissait pas du tout le match et il était incapable de s'appareiller, donc c'est à dire qu'on sait pas ce que ça fait, on sait pas quel est le résultat de ce match, mais si on peut l'éviter on l'évite, voilà clairement. Donc ici c'est la case hasardeuse. Et sur leur défense 1 qui est Petit Nico, on met Poulidor et on met Chamous. Et nous sur notre défense 1 qui est le démon, il nous propose Tanker et il nous propose de mémoire le Necron. Je crois qu'il nous propose ces deux-là. Le Necron et Tanker. Et écoute, nous on décide de virer Tanker parce que ça nous enlève cette case-là. En fait, ça m'enlève un potentiel rouge ici. Et c'est pas mal du tout finalement parce que... t'es pas à l'abri quand on va poser notre défense 2, qu'on va poser les attaques et qu'il va y avoir un oublié, il y a des métriques qu'on maîtrise, enfin il y a les choses qu'on maîtrise pas. Et ça fait chier de se faire choper, de se retrouver en oublié Inari contre Crusher, ça m'aurait vraiment embêté. Donc on absorbe ce match là, comme ça on sort cette ligne là et ça nous arrange un peu. Ensuite en défense 2, nous on va positionner Chamous en défense 2 et eux vont positionner Saretas. Là je pense qu'ils ont été plus malins que nous dans le sens où en fait ce match là était sorti et je pense que moi j'avais tout intérêt à avoir ma table. Donc je pense que ce qu'ils ont fait était très malin et moi j'ai pas été malin, mais parce que j'avais pas l'expérience suffisante sur l'Inari pour comprendre que l'Inari en fait c'est une liste de def et que ça a besoin de sa table. Je l'ai su parce qu'en fait tout le week-end j'ai été appareillé contre des mecs qui ont choisi leur table et ça a été une galère sans nom. En fait j'ai été en galère sur les tables pendant tout le week-end. Donc ça, je pense que l'Eldar c'est une liste comme ils l'ont fait, c'est très bien. Bon, il y a de l'expérience en face, hein, il faut être honnête. Et donc on aurait dû poser l'Inari en Dev 2 au lieu de poser Chamous. Parce que en fait derrière quoi qu'il arrive, il m'aurait filé soit le démon, soit la coterie, soit le Necron, et potentiellement en vrai, s'il m'avait mis le Necron et la coterie, j'aurais pris la coterie sans hésiter, parce que ça nous permettait d'éviter le match ici RK coterie, et ça c'était bien. Et la seule différence est UTT, que c'est moi qui aurais choisi ma table, et je pense que ça me rehaussait légèrement sur mon estimé, parce que Zeka a pris contre moi une très bonne table qui m'embêtait, et donc voilà. Donc, ils ont posé en défense 2 l'Eldar, on leur propose le RK et on leur propose moi.
Et de l'autre côté, nous on a posé notre Drukhari et il nous propose le démon et il nous propose la coterie. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous on prend ce match-là, match jaune ici. Ce qui fait que en rejeté, on se retrouve ici avec moi contre Zeka, Zeka contre moi et notre RK contre leur Eldar. Et même s'ils avaient rejeté l'inverse, finalement on était encore dans les jaunes, donc c'était bueno quand même. On était bien aussi. Donc voilà, la trinité était bien. La seule différence eût été que si on avait posé moi en Inari, en défense, j'aurais pu prendre ma table. Et du coup on se retrouve avec ce match ici en oublié. Alors ça pour le coup c'était un petit peu dommage parce que notre IK avait une belle ligne. On aurait pu mettre notre IK en def 2. On aurait pu le faire aussi pour s'assurer un match positif. Mais on pensait pas qu'ils allaient mettre Aretas en def 2. Honnêtement, moi je m'y attendais pas. Je voyais plutôt un Necron en def 2. Et moi je m'attendais plutôt à ce qu'ils nous fassent ça, Necron en def 2. Mais je saurais. C'est vraiment un truc que j'ai appris par rapport à ça sur l'usage de l'Eldar dans le roster d'équipe. Voilà, je serais un peu plus ajusté sur ça. Voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve avec tous ces matchs-là. Donc on se retrouve avec notre IK Necron, Circoncile contre RK, Démon Incursion contre Drukhari, Coterie contre Inari, Tyrannide contre Démon et Création de Bill contre Space Wolf. Voilà. Nympha tient son estimé, mais il est en bas de l'estimé. Lui s'estimait plutôt en haut, d'ailleurs. Il s'estimait plutôt en haut. Je pense qu'il a aussi été un petit peu surclassé par son adversaire, parce que son adversaire a beaucoup d'expérience. Hein, vous le connaissez, pour beaucoup vous le connaissez. C'est un joueur, c'est le joueur Eldar, de l'équipe de France. Je sais pas d'ailleurs si c'est le joueur Eldar de l'équipe de France, mais en tout cas c'est un joueur qui évolue dans le circuit international depuis très longtemps sur le jeu d'équipe. Donc c'est un joueur d'expérience. Je trouve que c'est un très bon score pour Nympha, parce que si Aretas l'a absorbé dans sa défense 2, c'est que Aretas avait à minima un estimé 8-12 contre lui. Il n'y a aucun monde où Aretas s'estimait en négatif et a pris ce match, je le sais, j'en suis certain. Donc je suis assez content que Nympha il ait tenu ce score là finalement, parce que ça démontre aussi que il a su appliquer un game plan et il a su proposer des vrais choix à son adversaire, donc ça c'est cool. Sur leur def 1 qui était Petit Nico, on a eu Poulidor qui s'était estimé un petit peu trop haut. C'est le seul match qu'il a perdu du week-end d'ailleurs. Il s'était estimé un petit peu trop haut et donc voilà, Nico a gagné 12-8 contre lui. Après bon, il s'était estimé un petit peu haut, il n'y a pas un gros différentiel, il nous fait pas craquer les matchs. Voilà, c'est léger en fait, le différentiel est léger, c'est la même chose sur Chamous. Chamous il s'était estimé en 8-12, il perd 6. Donc c'est pareil, ça dévisse un peu, mais c'est pas ouf. Mais en fait, pour l'instant, on est que en négatif. De mon côté, contre la coterie de Zeka, j'ai pas réussi à mettre plus de 8 points. Honnêtement, pour moi, il y a deux faits notables sur cette game-là qui justifient ce score. Il y a le fait que Zeka choisisse sa table, et ça pour le coup c'est une métrique que j'aurais pu maîtriser, parce que j'aurais pu me retrouver dans une autre configuration et avoir une table qui était mieux pour moi. Et surtout Zeka il a un tirage de secondaire God mode. Honnêtement le tirage de secondaire est vraiment parfait. Je vais pas vous l'afficher là à l'écran, mais le tirage de secondaire est très bon. Il met 38 points sur 40 de secondaire, et ce qui est assez énorme, c'est qu'il met 38 points sur 40 en engageant très peu de ressources sur la partie. Parce que moi, sur le début de game, comme je l'avais évalué sur mes tests, contre la coterie, il fallait jouer Storm of Steel et il fallait jouer Assassinat. Puisqu'en fait, dans sa liste, il a énormément de personnages dans les petites unités qu'il engage. Il a les Lords Exultants qui vont dans les packs d'Infractor, donc ça veut dire que pour éclater des trucs, il doit engager des persos, et finalement, l'assassinat est un bon plan contre lui. Donc j'en ai parlé d'ailleurs dans le débrief que je vous ai fait, donc ça c'était mon postulat, et du coup lui il a joué un petit peu sur la rétention, il a pas trop engagé ses unités, et il a réussi à mettre 38 points de primaire. Honnêtement,
il ne m'a agressé finalement qu'avec un pack de noise, un rhino, un bloc d'infracteur avec exultant et un prince démon. Tout le reste n'a pas dépassé le milieu de table. Et il arrive à mettre 40 points de primaire quand même, 38 points de secondaire pardon quand même avec ça. Donc il a eu un très bon tirage honnêtement. Voilà. Et après il n'y a pas eu honnêtement il n'y a pas eu de fait de jeu notable. Il y a eu quand même un truc stylé sur lequel je tire mon. Il y a eu deux trucs stylés. Je lui ai bloqué un rhino avec 5 infracteurs toute la game grâce à 5 spiders. Donc ça c'était épique. Et pour finir, il y a eu une séquence très cinématique où au T4, je commit avec Ivrain et l'incube, les incubes et le Visark. J'y vais pour éclater sceptique, je me dis allez, je me fous dans le centre, je vais tanker, et puis il faut qu'il vienne me chercher au corps à corps, et je referai encore un peu de dégâts en mourant au corps à corps. Que nenni, mon grand, il m'envoie une rafale de bol de Rhino, il m'enlève 1 PV sur le Clevex, donc 1 PV sur mon incube qui a 2 PV. Et par la suite, il me jette une grenade avec des infracteurs, il me fait 4 BM, et après il y a le Prince Démon qui arrive, qui m'impacte au corps à corps avec ses BM et qui me met 6 BM. Donc il m'a fait 10 BM avant d'engager les corps à corps, donc je me retrouve avec le Visark et Ivrain au milieu. Plus de fight first, plus rien, donc ils se sont fait découper complètement. Voilà, bref. Et le match qui nous sauve la ronde, bah clairement. Alors, déjà, gros GG à notre Bruno qui nous a mis un 11-9 sur Tanker. Honnêtement, c'est génial parce que bah il a clairement tenu l'estimé sur un match face à un joueur aguerri et franchement c'est bravo à lui. Il me confiera par la suite que il a bien chaté sur la 4+ invulnérable de ses démons. Eh bah, c'est comme ça fait partie du jeu. Voilà. Et enfin, celui qui nous sauve clairement la ronde, c'est Cartman qui estimé sur un 12 potentiel nous ramène 19 points. Donc en gros, si on enlève les 7 points que nous ramenait Cartman sur le différentiel d'estimé, finalement on était sur une défaite. Donc comme nos estimés, on a plutôt penché vers le bas, hein. Moi j'étais sur le bas de mon estimé, Nympha aussi, Chamous il était en négatif par rapport à son estimé, Malik était en négatif par rapport à son estimé. Finalement on a que notre remplaçant qui tient l'estimé et on a Cartman qui nous fait une percée. Canis Rex, Tabernacle, Canis il est arrivé, il a mis des grosses baffes, il a éclaté des nécrons dans tous les sens, c'était absolument incroyable. Donc voilà. Et voilà comment on finit cette petite ronde, et ça, bah ça fait plaisir. Au final, c'était une belle ronde. On est content de faire ce score sur une équipe comme celle-ci parce que, bah, comme je vous le dis, c'est que des joueurs qui sont aiguisés sur le jeu d'équipe, et donc c'est valorisant pour nous de se dire on a réussi à annuler cette équipe. Et je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Et chose promise, chose due, mes petits potes, je vais finir cette vidéo en vous partageant des petits tricks, 2 tricks de jeu que j'ai réussi à mettre en place sur des parties. Alors, en fait, c'est faux, parce qu'en fait, il y en a un que j'ai réussi à mettre en place sur une partie, et l'autre que j'ai foiré parce que j'ai pas fait une charge suffisamment longue, ce qui était un peu dommage. Mais voilà, donc je vais vous partager ces 2 tricks en vidéo comme promis, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les amis. Allez, c'est cadeau, je vous montre un premier petit tricks que j'ai réussi à mettre en place contre mon adversaire. Création of Bill lors de la Ligue 2. Alors, je suis désolé, j'ai pas de figurine Création of Bill, mais partez du principe que ça c'était des possédés et que ça c'était un pack de légionnaires ou je sais plus quelle connerie. Et moi, c'était clairement mes unités. J'avais 6 spectres ici avec le techno et puis j'avais mes petits scarabs qui étaient là. Et j'avais une petite Doomsday Ark qui était juste derrière. Ce qui se passe, c'est que mon adversaire, eh bien, il a envie de venir chercher eux, sauf qu'il est un petit peu loin. Et il a pas envie de se faire interrompre ni rien, donc il va déclarer sa charge avec eux ici, et il va faire une très belle charge. Donc là, l'idée pour lui, elle est claire, puis moi je la comprends par la suite. En fait, il va stacker ce pack vers ici, et après il va déclarer la charge avec ces mecs là, et en fait ce qu'il va faire, il va venir mettre tous ces mecs sur ce socle là. Donc sur le socle de scarab, pour mettre tous ces taquets, sur eux. Paf. Et l'idée pour lui, elle est simple, ça va être en gros d'activer ça en premier, puisque ça va tomber les 3 socles. Et après, quand eux vont s'activer, comme moi j'étais collé au mur, bah, vu que ça sera détruit, eux vont pouvoir peel-in, ok, et vont pouvoir taper allègrement là-dedans avec les taquets. Alors faut savoir que là, il y a 7 figurines, mais c'était un pack de possédés, il y avait donc 10 figurines. Donc en gros, il y avait un peu plus de socles. Et voilà, donc ça lui permettait vraiment, en gros, en activant ça,
de ça soit libre au moment où ça s'active et de venir et mettre des mines sur les spectres en étant parti de très loin, parce qu'à la base il était parti de très très loin. Sauf que ce qui va se passer, mes petits scarabs, ils ont une habilité qui dit au début de la phase de combat, vous pouvez utiliser l'habilité et du coup vous avez un socle qui meurt et vous mettez des BM à votre adversaire. Donc je vais utiliser l'habilité de mes scarabs et je vais faire péter ce socle là évidemment. Et du coup, bah eux, ils peuvent s'activer s'ils veulent, mais ils sont hyper loin de ce socle-là, parce que il était obligé de socler, donc il a dû tout socler ici. Donc ce qui fait que si eux s'activent, bah au final il peut même pas taper là-dessus, il avait un mec qui pouvait taper là-dessus. Et ce qui fait que eux, il a engagé 10 possédés qui vont pouvoir taper sur 2 scarabs. Donc évidemment, il va vitrifier les 2 scarabs, ça il y a pas de débat. Mais ce qui va se passer, c'est que bah, il a tapé 2 scarabs. Il va pas venir me contacter mes spectres parce que sinon mes spectres vont pouvoir le taper. Et il se retrouve en fait avec les possédés et les légionnaires juste en face d'une belle Doomsday Ark prêt à leur vitrifier l'anus. Et donc ça, c'était vraiment cool. Alors, le dernier truc que je vais vous proposer, malheureusement, j'ai pas réussi à le mettre en place parce que j'ai pas eu les distances de charge que je voulais. J'ai pas eu les charges suffisantes. Mais honnêtement, s'il passait, c'était vraiment royal. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc on est dans cette configuration-là, ça c'est la fin de ma phase de mouvement. À la fin de ma phase de mouvement, je suis sur aucun objectif. Le roi n'est pas sur l'objectif, le Nightbringer est sur l'objectif. Donc ça c'est vraiment ma fin de phase de mouvement, elle est dans cette configuration-là. L'idée pour moi, c'est de venir lui faire tomber ce primaire-là et venir capturer ce primaire-là. Ça c'est mon plan. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, j'avais 2 Dark Reapers qui avaient survécu, je vais les envoyer en charge à la mort sur le Nightbringer. Le plan, il est très simple. Empêcher le Nightbringer de faire une intervention héroïque, tout simplement, et surtout, le socler. Voilà, pour qu'il ne puisse que taper sur mes 2 Dark Reapers. De mémoire, je me retrouve plus ou moins dans cette configuration-là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais charger avec ce pack-là, là-dessus. Le plan, c'est d'abord de mettre un perso socle à socle, et sur l'objectif de façon à ce que bah, ça sera toujours lui qui survivra à la fin et c'est lui qui tag le roi, comme ça le roi ne peut pas bouger. Et après de réussir à mettre en fait ici un maximum de figurines. Ici, ici et ici pour que les Guardians n'aient pas la place de socler directement le socle du roi et puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Donc en fait, ce qu'il fallait que c'est que j'ai une bonne charge avec cette unité pour que je puisse me retrouver dans cette configuration-là. Pour pouvoir socler ça, et après que eux ne puissent plus rien socler, puisque bah, j'ai bloqué le passage ici avec eux, et donc je ne peux plus socler, et qu'après eux, en fait, est juste pour seule et unique contrainte de devoir se rapprocher du roi silencieux. Et en fait, en faisant ça, du coup, bah, cette unité, elle pouvait venir se mettre sur l'objectif, ici, ping pang pong, elle pouvait se rapprocher de l'objectif, mettre l'OC là et me retrouver dans cette configuration. Dans cette configuration, j'ai le Nightbringer qui me détruit ça, on s'en fout. Il m'a tué 2 Dark Reapers, ok. Et après, s'il le souhaite, il peut venir peel-in sur mes guerriers ici, mais on s'en tamponne, puisque j'ai mis 6 dossés et il a que 4 dossés avec le Nightbringer. Ici, le roi, vu qu'il est soclé et qu'il n'avait pas collé les menhirs au roi, du coup le roi ne peut taper que sur les incubes. Le roi il a 12 attaques, il va toucher en 2 rerolls, 2 rerolls. Moi j'ai 10 PV en avu à 5, donc même s'il me fait 12 blesses, statistiquement, il me laisse le Visark et un gars. Donc en fait, du coup, il ne peut pas me wiper le pack. Normalement il me wipe le pack, il y a très peu de chances qu'il me wipe le pack. C'est même impossible en fait, parce que normalement j'ai Ivraine aussi, mais j'ai plus la figurine. Donc en fait, il a pas assez de dégâts pour me wiper le pack. Donc je me retrouve ici sur l'objectif. Et lui, bah en fait, il peut prendre que 2 taquets de menhir, et on est dans cette configuration-là. Et en fait, j'arrive à lui voler l'objectif, et finalement, j'ai récupéré l'objectif du centre aussi. Et ça, c'était le plan. Sauf que malheureusement, bah, j'ai fait une petite charge. Du coup, j'étais obligé d'insérer en gros un Guardian pour avoir la portée d'engagement entre 2 incubes. Ici et ici. Tac, tac. Je me suis retrouvé avec un Guardian qui a été obligé de se mettre ici pour pouvoir entrer.
Et le roi, forcément, il a tapé sur les Guardians, il m'a éclaté les Guardians, et fin de l'amusement. Voilà. Il m'aurait fallu une plus belle charge, je l'ai pas eu, c'est comme ça, il fallait que je tente le coup. Bon, bah voilà, ça me fait faire un 10-10 sur cette partie, si ça passait, je passais en 11-9. Il y a eu d'autres petits faits de jeu qui étaient sympathiques, mais voilà. En tout cas, j'espère que le trick vous a plu, et honnêtement, c'est vraiment pour ça que je joue à 40K, pour ce genre de situation, pour ce genre d'instant de jeu, et ces situations qui sont trop cool à jouer.